Bonjour à tous, bienvenue à la Journée mondiale de la sclérose en plaques. On accueille aujourd'hui le docteur Cazé. On a fait un enregistrement puisqu'il n'était pas disponible en ce dimanche, mais c'est la première diffusion de cet atelier. Donc bonjour docteur Cazé et merci de nous Bonjour Audrey. consacrer du temps. Bonjour. Donc, bon ben, on est aujourd'hui le 29 mai et c'est la Journée mondiale de la sclérose en plaques et on avait échangé sur tout l'intérêt de remettre un sujet sur la table qui est tout l'intérêt de la pratique d'une activité physique ou voire même d'une activité sportive lorsqu'on a une sclérose en plaques. Alors, on va repartir un petit peu de tout ce qu'on connaît. Hein. C'est vrai que pendant très longtemps, on a dit ouh là là, vous avez une sclérose en plaques, faut surtout pas travailler, faut pas faire de sport. On allait même jusqu'à il faut pas faire d'enfants. C'est ça, juste comme ça. On a connu ça jusque dans les années fin des années 90 quasiment. Et puis petit à petit, en fait, non, il y a eu des données qui nous ont rassurés sur en fait, on peut avoir une vie normale et même il faut avoir la vie la plus normale possible avec la vie la plus saine possible. On a parlé d'alimentation une fois déjà tous les deux. On n'avait pas encore parlé d'activité physique, mais oui, c'est très important d'avoir cette activité physique régulière comme pour tout un chacun. On va partir un petit peu de l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fait, on sait que la sédentarité est vraiment quelque chose d'assez mauvais. C'est mauvais pour tout le monde et c'est encore plus mauvais avec une maladie chronique, surtout quand on a même une gène neurologique, voire un handicap. Et ne pas faire, ça nous fait rentrer dans un cercle vicieux hein, où on va avoir moins envie de faire. Chaque fois qu'on va faire, ça va être plus coûteux en énergie. Et bon, la sédentarité, c'est assez, donc on a dit assez mauvais pour tout ce qui est ostéo-articulaire, tout ce qui est cardiovasculaire, pour quand on bouge moins, on a moins de contacts sociaux, donc même sur le plan de tous les jours et sur l'humeur, ça va jouer. Et ce déconditionnement va s'accentuer au fur et à mesure où on ne va plus faire, d'abord de moins en moins, puis après plus faire de sport parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas la tête à ça, puis parce que c'est plus compliqué, parce que on imagine qu'il faut refaire comme avant, alors que faut peut-être un peu s'adapter à la situation. Et on n'a pas toujours l'idée, on n'est pas guidé, on est confronté à un échec. Donc il y a plein d'éléments qui font que c'est très fréquent qu'au cours de la maladie, que notamment au début de la maladie, on se dise le sport ou l'activité physique, c'est pas pour moi. Il faut vraiment partir dans l'autre sens. On s'en rend compte hein, parce que globalement, d'abord par de la pratique, hein, les gens qui sont en centre de rééducation, les gens qui ont eu ce déclic et vont se mettre à faire une activité physique, voire une activité sportive, vont ressentir un plus et vont communiquer là-dessus, vont en parler à leur médecin qui va dire mais non c'est pas possible, comprenez bien qu'on vous a interdit de faire ça pendant des années, il faut pas commencer maintenant. Puis petit à petit, on en arrive à l'excès inverse où jusqu'avant la période du Covid, nous, on faisait une fois par an les 20 minutes de la sclérose en plaques où on allait courir avec l'équipe du service et les patients, l'association de patients, etc. Donc, on a enfin un petit peu changé avec un regard différent sur cette pratique. Alors, l'activité physique, c'est pas forcément une performance, hein, c'est pas aller jusqu'au bout de ses ressources et puis mettre 3 jours à s'en remettre, hein, c'est plutôt mettre en branle un petit peu tout l'appareil locomoteur, se bouger jusqu'à ce qu'on crée un besoin énergétique global qui va augmenter. Pour vous donner une petite idée, hein, un exercice physique qui va commencer à apporter un petit peu d'endurance, un peu de bien-être, c'est par exemple, vous êtes en train de marcher, vous faites un effort, au bout d'un moment, vous avez du mal à parler avec votre collègue qui vous accompagne parce que il faut reprendre son souffle. Là, c'est déjà un petit premier signe. Ça veut dire que là, on n'est pas en train de se promener. On est en train de passer un peu le cap et faire un peu d'activité physique. Après, on peut la pousser, hein, mais voilà, faut avoir une certaine appétence à tout ça et
faut que ça soit intéressant. Le faire en groupe, c'est pas mal aussi parce que on le fait avec son conjoint, ou on le fait en famille, ou on le fait avec des amis, ou on le fait dans le club. Les jours où on n'a pas très envie, il y a les autres qui vont dire hop, allez, tout le monde y va, et ça permet d'éviter le haut et les bas. Parce qu'il y a toujours des hauts et des bas, qu'on ait une sclérose en plaques ou pas, et c'est toujours la locomotive globale qui permet d'emmener tout le monde. Donc, on a découvert petit à petit ça, et puis finalement, ça a été de mieux en mieux étudié. C'est-à-dire que on a regardé si ça permettait de récupérer du VO2 max, le fameux Graal de tous les gens qui s'entraînent pour aller faire je ne sais quel marathon. On va augmenter sa performance à l'endurance, on va augmenter les patients qui ont une sclérose en plaques qui s'entraînent avec le même programme que les autres, vont gagner en VO2 max. Et bon, ça c'est une donnée chiffrée, c'est intéressant. Mais quand on regarde un petit peu les conséquences de tout ça, c'est qu'au quotidien, ça va être aussi une marche qui est plus facile, ça va être aussi une fatigabilité qui va être moindre, ça va être même sur le plan de la concentration, de la mémoire, des performances qui seront un peu mieux. Donc, chaque fois qu'on va s'entraîner, on va être mieux en général. Et quand on est mieux en général, finalement, il y a pas mal de symptômes qui sont un peu améliorés. Et donc, des fois, c'est un peu, des fois, c'est beaucoup. Puis, il y a cette fatigabilité, le fait qu'on s'épuise un petit peu au fur et à mesure de la journée ou de l'effort, qui va, elle aussi, s'améliorer. Qu'on ait une sclérose en plaques ou pas, il y aura toujours les premiers jours d'activité physique ou d'exercice physique, voire de sport, qui vont être plus compliqués. Tout le monde a mal. Je me suis pas encore remis au sport depuis le Covid. Je sais pas comment ça va se passer, mais en pratique, je pense que j'aurai mal dans les mollets, j'aurai mal dans les articulations, je vais avoir le souffle court, comme tout le monde. Et c'est vrai que c'est probablement un peu plus marqué quand il y a déjà une gêne neurologique, mais on perd 7 fois plus vite que ce qu'on crée. Donc vous imaginez tout ce qui a été fait jusqu'à mars 2020, il va falloir le reconstruire petit à petit. Donc c'est important de lutter contre la sédentarité. On a une espèce d'inactivité qui a été un peu imposée par le contexte sanitaire. Il y a eu le stress, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant cette année 2020. Et maintenant, il y a beaucoup de choses à faire pour oublier 2020 ou pour construire le après. Donc, ça, c'est ça sera peut-être, on en reparlera derrière, mais voilà. Donc, l'activité physique a des bienfaits pour le quotidien, pour les symptômes au quotidien, pour la fatigue. C'est le seul traitement actuel, le réentraînement à l'effort, qui permet d'être mieux sur le plan de la fatigue. On a essayé plein de molécules dans la sclérose en plaques. La seule chose qui apporte, c'est l'activité physique. Donc, comme vous pouvez l'entendre, je suis assez convaincu de ces réentraînements, de l'importance d'une kinésithérapie pour compenser la gêne neurologique, voire le handicap. Mais c'est important aussi de le mettre dans le cadre d'un réentraînement un peu plus global, un partenariat qui peut être très complémentaire avec un kiné et un moniteur d'activité physique adaptée, les fameux APA, qu'on a en centre de rééducation, qu'on peut aussi voir hors centre de rééducation, et puis qui permettent de mettre un caractère un peu ludique et adapté à une pratique d'activité physique. Donc ça, c'est presque le socle de ce qu'on connaît de l'activité physique. Il y a 2-3 petites choses qui sont intéressantes, qui sont assez nouvelles. C'est l'impact qu'on pourrait avoir, alors non pas sur l'IRM dans la sclérose en plaques, mais sur des marqueurs assez intéressants, un peu subtils, ce qu'on appelle le neurofilament, les neurofilaments qui témoignent à la fois un peu de l'activité de l'inflammation, mais aussi de la fragilité neuronale qu'on peut voir dans la sclérose en plaques. Et il y a des travaux assez récents, un petit nombre de patients, mais assez récents, qui montrent qu'après une activité physique un petit peu intense, ce taux de neurofilament, il est plutôt mieux, et il va être amélioré pendant quelques heures. Puis après, il retourne à son niveau comme antérieurement. Et quand on fait des programmes de réentraînement un petit peu pas forcément intensif, mais prolongé, et qui améliore l'endurance, on va voir que de manière un peu durable, on peut imaginer que ça fait une neuroprotection par rapport à ce taux de neurofilament. Alors, c'est des données assez préliminaires, mais
ça donne un peu plus de consistance à tous ces témoignages de patients qui nous disent être tellement mieux dans le plan de leur maladie avec du sport, des fois même un peu intensif, mais en tout cas avec une activité physique très régulière. Donc, c'est des choses qui commencent un peu à mieux s'écrire, et le virage était peut-être un petit peu long à prendre depuis la fin des années 90, mais là, il est bien pris. Et bon, là, je parle juste même de l'activité physique, mais quand on regarde le à côté, c'est-à-dire le fait de, quand on va en centre de rééducation, quand on va à un club de sport, quand on va pratiquer, bah, finalement, c'est déjà être avec d'autres personnes. Et donc ça, sur un quotidien, c'est quand même aussi différent que d'être isolé dans son coin et pas faire de sport. Et puis, ça permet de voir les choses quand même vraiment avec un autre regard sur ce qu'on fait. C'est enthousiasmant, je sais pas, mais en tout cas, c'est entraînant pour chacun. Et donc, voilà, il y a le côté un peu rompre l'isolement qui me plaît beaucoup dans l'idée d'une pratique sportive, bon, qui peut être individuelle, on est bien d'accord, mais qui ici, en plus, elle peut apporter un plus sur un plan psychosocial. C'est toujours un plus au quotidien. Oui, donc on peut dire, en fait, on peut dire que de manière générale, en fait, que ce soit dans les données qui commencent à émerger ou sur le bénéfice sur la qualité de vie, qu'il y a vraiment du positif qui ressort d'une activité même pas extrême, mais régulière en tout cas. Et donc ça, c'est hyper encourageant et d'où ce sujet aujourd'hui. Mais voilà, l'activité, le côté régulier est très important. Bah, la journée d'un patient qui a une sclérose en plaques, elle s'apparente parfois à un marathon. Et pour ce marathon, faut s'entraîner. Et pour s'entraîner, bah, il n'y a peut-être pas besoin d'aller viser la performance d'un marathon, mais c'est gérer son effort au quotidien, savoir intégrer un petit peu cette activité physique. On la conseille peut-être de l'ordre de 30 minutes tous les jours, ça serait super. Si c'est 3 fois 3 quarts d'heure dans la semaine, c'est top. Mais voilà, une activité physique un peu régulière qu'on incorpore dans un programme pour pas être épuisé à la fin de semaine. C'est ça qui est peut-être un peu plus compliqué. C'est-à-dire que la gestion de la fatigue du quotidien et de manière hebdomadaire est souvent un petit peu c'est pas intuitif. C'est-à-dire on aurait tendance à vouloir faire toujours un peu plus parce que ça va un peu mieux, mais le lendemain, c'est des fois un peu plus compliqué. Donc, il y a ces agendas d'activités à construire pour avoir une activité professionnelle, familiale, sociale, une activité physique. Et je pense qu'il faut vraiment pas la négliger. Il faut pas la mettre au-dessus de tout, mais il faut l'intégrer dans le quotidien. Et voilà, s'il y a déjà eu de la kiné dans la journée, c'est peut-être pas la peine de retravailler encore de l'endurance en rentrant à la maison. Mais si je vous dis le 3 fois 3 quarts d'heure, c'est que souvent, il y a déjà 2 séances de kiné dans la semaine. Ça fait déjà 5 fois du sport dans la semaine. 5 fois une activité dans la semaine, c'est quand même déjà on va pas parler de trop grosses contraintes, mais ça prend déjà pas mal de temps. Donc, est-ce que du coup, il y a une vraie, comment dire, un vrai apprentissage aussi de nos sensations, du corps et justement des limites de chacun en fait à construire pour que cette activité soit vraiment bénéfique? Alors ça c'est clair parce qu'il y a clairement une variabilité individuelle qui est très importante. Hein. Chacun va avoir son degré de tolérance à l'effort, son rythme de progression. Et très souvent, en tout cas, ce dont nous, on a l'impression en consultation, c'est que c'est assez difficile pour nos patients de se rendre compte de est-ce que je suis pas allé un peu trop loin, est-ce que j'ai pas un peu trop pioché dans les réserves. Alors, le trop loin, il n'est pas dangereux. C'est-à-dire que faut juste un jour de plus pour s'en remettre, mais il va pas aggraver la maladie. Il va aggraver transitoirement les symptômes, mais pas la maladie. Donc déjà, c'est rassurant de se dire qu'on va jamais trop loin. C'est juste que ça nécessite plus de repos. Mais le progresser dans l'effort, c'est compliqué, surtout qu'on n'a pas toujours la sensation qu'on est allé
déjà piocher dans les réserves, et des fois c'est des petits symptômes, c'est-à-dire que il y a peut-être des fourmillements qui vont réapparaître, ou une sensation de fatigue un peu anormale, ou bon, en gros, il peut y avoir certains symptômes qui peuvent tiquer, mais des fois pas du tout. Et un patient ne s'en rend pas compte, son conjoint par exemple peut s'en rendre compte, dire là, il faut peut-être faire la pause. Mais le professionnel de tout ça, ça va être le moniteur d'activité physique adaptée, ou même le kiné qui va bien guider. Un exemple que j'aime bien utiliser pour guider déjà les premiers pas chez un patient, c'était une moniteur d'APA qui nous l'avait donné. C'est imaginez que vous arrivez à marcher à bon rythme pendant 20 minutes, mais qu'après 20 minutes, il faut vraiment 24 heures pour s'en remettre. Et ben, l'idée, c'est pas de faire 18 minutes, mais ça va être 2 tiers de cet effort-là. C'est-à-dire, on va tourner plutôt, on va marcher à un bon rythme pendant 12 minutes, même si on n'est pas arrivé à son état de fatigue. On va faire ces 12 minutes et on va les refaire le lendemain, et on va les refaire le lendemain. Et puis, au bout d'une quinzaine de jours, on va augmenter. On va pas passer de 12 à 20, mais on va passer de 12 à 15, puis de 15 à 18, puis 18 à 20, voire un peu plus. Et on va monter en charge très progressivement. Et c'est là où le professionnel de l'activité physique, le moniteur d'APA, va être vraiment important, où parfois, on arrive à se rendre compte, on a été éduqué, on a été sensible à tel ou tel petit ressenti ou symptôme qui apparaît, et on sait que là, aujourd'hui, c'est pas 20 minutes comme d'habitude, mais il fait un peu plus chaud. Hier, on est sorti, mon petit signe est sorti à 15 minutes, je m'arrête à 15 minutes. On va s'ajuster à chaque fois, et souvent, on n'a pas tout à fait conscience de ça. Et on va pousser les réserves, et au bout d'une semaine, il va falloir une semaine pour s'en remettre. Donc, on a l'impression de tout repartir. C'est très décourageant. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la piscine, où globalement, tout est plus facile dans l'eau. On va faire beaucoup plus qu'on a l'habitude de faire, et puis on ressort, les jambes coincent un peu, l'équilibre est très, très, très délicat, et on va mettre 2 jours pour s'en remettre, et on se dit non, la piscine, c'est pas pour moi, alors qu'en fait, si, c'est très bien, parce que c'est très agréable quand on aime bien ça, et puis ça permet de progresser, de travailler sur d'autres éléments. Il y a toutes ces choses-là qu'on peut imaginer. Donc là, c'est bien d'être encadré, c'est bien d'avoir un regard extérieur, parce que, à part certains sportifs qui se connaissent, et encore, cet apprentissage de cette nouvelle limite, et puis de comment est-ce qu'on la fait bouger, elle n'est pas évidente. Voilà. Je pense qu'on est beaucoup à rencontrer cette difficulté, et puis surtout quand il y a le plaisir qui revient d'une activité, on a tendance effectivement à se laisser un peu grisé. Aller trop loin, voilà, et être grisé par l'activité, et du coup à oublier le après et la limite justement à pas dépasser. Mais le après, faut se souvenir que on n'est jamais allé trop loin, c'est pas dangereux. Voilà, ça c'est comme un élément. C'est pénible, mais c'est pas irréversible. Bien au contraire, c'est juste que on a probablement moins progressé juste avec ça. Là, c'est vraiment tout l'enjeu, parce que on arrive au moment où le pseudo-confinement, le confinement adapté, je ne sais plus quel terme gouvernemental choisi, la vaccination qui permet de vraiment limiter la propagation des cas et les formes graves, fait qu'on envisage bientôt quand même d'avoir une vie presque normale. Et il fait beau en plus, ça va être vraiment les prochains jours. J'espère le 29 mai va être un jour où on va pouvoir en profiter. Alors moi, je suis pas là le 29 mai, je serai de garde. Mais donc voilà, le sport va revenir un petit peu au programme, l'activité physique ou le sport. On a eu, après la première vague, beaucoup de patients qui nous ont appelés en disant là, 3 mois sans kiné, 3 mois à pas sortir, ma maladie a beaucoup progressé. Et en fait, ça c'était juin-juillet. Et puis juin-juillet, on a dit on va faire un peu attention avec la chaleur, etc. Mais il va falloir reprendre petit à petit. Et déjà en septembre, donc 3 mois plus tard, les gens avaient repris leur autonomie d'avant. Donc ça, c'était déjà bien rassurant. Et voilà, septembre, octobre, hop,
deuxième confinement, envolée de l'épidémie. On se retrouve finalement à 1 an avec un petit entre-deux, beaucoup de centres de rééducation qui ont fermé, l'accès au kiné qui a été l'accès à la consultation et à la rééducation chez le kiné qui a été quand même vraiment plus compliqué. Donc là, il y a un gros enjeu maintenant, hein, on se rend bien compte et il va falloir y aller tout doucement. Il va falloir y aller tout doucement parce que déjà, il faut y aller. C'est le premier message. S'il y a une chose à retenir du 29 mai, c'est retournez-y. Bougez-vous, bougeons-nous, parce que finalement, tout le monde doit s'y remettre. Entre le télétravail et l'isolement, il faut vraiment tous s'y remettre et allez-y progressivement. C'est bien d'avoir un œil extérieur. Alors, si c'est le conjoint, si c'est l'ami, si c'est la famille, c'est un œil extérieur. Si, en prenant un peu plus professionnel, ça peut être pas mal. Alors, c'est vrai que les associations de patients ont leur tuyau, hein, qui ont pour certains des connexions assez fortes avec les moniteurs d'activité physique adaptée, avec le kiné qui de plus en plus arrive à avoir des connexions ou même des contacts très établis avec les moniteurs d'APA. Ça permet d'envisager ça. Dans les clubs de sport, qu'ils soient handi ou pas handi, il y a vraiment la notion du sport adapté qui prend une place très importante et qui est très utile. Donc, je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup d'activités limitées. Il va falloir reprendre vraiment tout doux et peut-être cette image du 2/3 de l'effort qui vous fatigue, qui vous sèche, ça sera la première limite à avoir pendant les 15 premiers jours avant de petit à petit monter en gamme. Il y a plein de sports qui peuvent apporter différents plus pour le quotidien. Il y a des choses qui paraissent moins sportives que d'autres, hein, mais le yoga, le tai chi, c'est quelque chose qui va mobiliser votre énergie interne, mais aussi qui va vous faire dépenser de l'énergie et vous faire progresser. Il y a le côté endurance, il y a le côté équilibre. L'intérêt d'avoir quelqu'un qui vous aide, qui vous guide en adapté ou pas adapté, c'est qu'il peut voir comment les choses se passent. Et ça, c'est pour moi quelque chose de très important parce que ça va mieux guider cette progression. Le pilate, très intéressant pour l'endurance et l'équilibre, quand on a l'équilibre sensitif, la proprioception, ce que nous on appelle la proprioception qui marche moins bien. Quand vous avez les yeux fermés et que ça tangue de trop, ça c'est la proprioception. Quand ça tangue de trop alors que les yeux sont ouverts, c'est plus le cervelet, c'est une autre zone du cerveau qui est un peu moins impliquée. Mais donc le tai chi, le pilate vont aider pour cet équilibre proprioceptif. Ça vaut le coup de les travailler là-dedans. Puis après, si on aime faire du hand, il y a du hand adapté. Si on veut faire du cheval, on va faire du cheval. Et puis pour des choses qui ont l'air moins sportives comme le chant, vous allez pouvoir aussi progresser sur le souffle. Quelqu'un qui avait avoir fait 2 heures de chorale, à la fin de ces 2 heures de chorale, il est en nage. Il a fait un gros effort physique. Et donc ça aussi, c'est positif. Bon, après, pour ceux qui aiment moins le sport, il y en a beaucoup, il y a simplement l'activité physique plus régulière, sans aller jusqu'au jardinage où il peut y avoir un peu de physique, mais marcher le plus possible ou faire un effort avec les bras un peu régulièrement, même si on n'est pas épuisé à la fin de cet effort, apporte un plus au quotidien. Donc, c'est pas évalué encore, on est bien d'accord. Je vous ai dit les choses carrées et évaluées sur le plan scientifique, c'est des réentraînements comme quand on se prépare pour un effort très intense. C'est ce qu'on appelle les programmes de réentraînement à l'effort qu'on peut avoir en centre de rééducation, dans certains centres de rééducation, et où on va pousser un peu le curseur pour pouvoir gagner en endurance. Donc là, on voit bien qu'il y a du positif, mais dans nos études, on est obligé de faire des choses qui soient très carrées, très visibles, alors que ce que des patients peuvent ressentir, on n'arrive pas à le traduire en données biologiques, en données mesurées, etc. Et donc, ce qui est vécu par les patients, c'est important. Et moi, le retour que j'ai de la plupart des situations, c'est avec cet exercice un peu régulier, il y a un bien-être, il y a des performances qui s'améliorent, il y a une fatigabilité qui est moindre, et souvent, alors c'est pas chez tout le monde, mais très souvent, un effet sur la fatigue au quotidien. Donc, le programme des prochains mois, avant qu'il fasse trop chaud, est important.
Oui, parce que c'est vrai que là, on va dire la période de beau sans trop de chaleur va être quand même assez vite passée pour nous. Après, peut-être que vous avez des suggestions d'activités, du coup, peut-être qui permettent de moins souffrir de la chaleur ou peut-être de raccourcir les temps d'activité ou comment est-ce que... Parce que c'est vrai que sinon, on va être vite en septembre sans avoir vraiment euh, eu le temps de se réadapter justement à cet effort. Bah, alors, paradoxalement, en fait, il y a quand même beaucoup de salles de sport climatisées. Donc, j'allais dire, le sport en salle va pouvoir permettre de faire ça. Euh, L'eau fraîche, les activités en piscine. C'est vrai que la piscine, chaque fois, est un petit peu imaginée comme quelque chose de contre-indiqué dans la sclérose en plaques, pour des raisons un peu historiques ou comme on était, bon, je ne sais pas si c'est l'importance de l'effort physique qui faisait que, ou si c'était la balnéothérapie qui faisait que, comme il faisait plus chaud, les patients avaient plus de symptômes, mais il n'y a pas de contre-indication à la balnéothérapie du fait de la maladie. Hein. C'est juste qu'il faut faire attention et être adapté à ce que ça provoque. Mais le frais, ben, on peut le récupérer parce qu'on est dans un environnement frais, comme dans l'eau. Certains patients vont apprécier par exemple le kayak ou l'aviron, qui peut apporter la fraîcheur de l'eau juste à côté. Alors, faut le faire peut-être un peu plus le matin, faut fractionner peut-être un peu plus les efforts. Il y a des régions qui s'y prêtent plus. Alors, c'est vrai que nous, on est en Rhône-Alpes, à Grenoble, avec une petite fait un peu cuvette, où il fait vite très chaud dans la journée et un peu tard le soir. Donc, on va essayer de privilégier les horaires du matin. Ça va être ça va être un petit peu des choses qu'on peut imaginer. Mais finalement, on est sur du bon sens. Hein. Il y a pas de prescription médicale les patients sont souvent même plus au fait que nous de ce qu'ils ont trouvé comme petits trucs. Les choses que j'avais apprises par nos collègues de rééducation à MPR, hein, c'était par exemple de boire une granita. Alors pas trop parce que ça fait beaucoup de sucre, mais le boire une boisson très fraîche permet de diminuer un petit peu aussi la température interne et d'améliorer un peu cette question de récupération, de pratique de l'effort. C'est vrai que partir à 13h30 pour aller se mettre en plein cagnard, aller faire un effort, n'est pas une bonne idée. Il y a toutes ces petites adaptations. Il n'y a pas de mauvais sport ou de bon sport. Hein. Il y a le sport qui vous convient ou l'activité physique qui va vous convenir. Et après, le moment, bah, c'est vrai que le matin, c'est quand même un peu mieux parce on a la fraîcheur de la nuit. Alors, dans les périodes caniculaires, on l'a moins, mais c'est à prendre en compte. Il y a le côté éventuellement salle climatisée qui peut être un plus. Quand même. Et puis, donc, après la climatisation interne, n'hésitez pas à prendre de l'eau avec de la glace pilée, ça rafraîchit bien et ça vous rafraîchit l'intérieur. Il faut en prendre un petit peu quand même pour que ça rafraîchisse bien, mais en centre de rééducation, c'est la cryothérapie facile. C'est c'est toujours un petit truc. Alors du coup, si après ce confinement, demain, on se dit, ben, allez, je me remets à l'effort. Comment est-ce que j'essaye de construire cette reprise à l'effort? Vers qui je me tourne? À qui je peux m'adresser? Alors, il n'y a pas de réponse extraordinaire, parce qu'en plus, ça va être vraiment très différent de l'endroit où on est. Euh, je dirais, c'est peut-être pas mal de commencer avec le kiné, de faire un petit peu le point sur où est-ce qu'on en est sur la spasticité, les problèmes éventuellement d'équilibre, de commencer à voir un petit peu ce qui peut évaluer lui comme reprise d'effort. Hein. Ils ont aussi une certaine faculté de pouvoir proposer des réentraînements à l'effort progressifs. Donc le kiné un bon premier maillon. Comme autre maillon sollicitable, souvent, ça va être les associations de patients. Les associations de patients ont mis en sourdine toutes leurs activités parce qu'il y avait les restrictions, on n'avait pas le droit de se voir, on ne pouvait pas se voir dehors parce qu'il ne faisait pas encore assez beau. On s'était limité à 6, puis maintenant on va enfin passer à 10. Sous peu, ça sera sans, enfin, avec moins de limites en fonction de sport contact, pas contact, etc. Mais on va dire au moins il y a de l'information à peu près
actualisé sur ce qu'il est possible de faire et quand est-ce que c'est possible de le faire et quels sont les intervenants. Donc, ça me semble pas mal de faire. C'est une réponse un peu au fil de l'eau là, mais le, le kiné est un premier point qui voit un petit peu là où on en est après, comme une période un petit peu moins active sur le plan de l'activité physique. Ça permet aussi de faire certains programmes de réentraînement. On peut demander à son médecin traitant ou à son neurologue de faire un certificat comme quoi ça va être utile dans cette situation-là. Souvent, si on connaît bien son kiné, ben, ça se construit assez vite. Et puis après, certains kinés ont des contacts avec des moniteurs d'activité physique adaptée, où les patients ont déjà ce contact-là, ou via les associations de patients, ou via les clubs de sport. Les clubs de sport, il y a les clubs handi, mais aussi les clubs avec une sensibilité au sport adapté, avec parfois même des moniteurs d'APA au sein même du club de sport, ce qui permet d'ajuster vraiment cette montée progressive. Mais franchement, je pense que la montée en charge très progressive de l'effort, ça va être la pierre angulaire. Faut pas se brusquer, faut se donner un objectif réalisable, faut se donner un objectif et faut y aller tout doucement parce que ça va être comme pour tout le monde. Hein, je veux dire, les articulations ont moins travaillé, les tendons, ça va être mécaniquement un peu plus compliqué, etc. Si on fait pas attention à la spasticité, à ses étirements, sa bonne hydratation, préparer aussi ces exercices en se préparant sur le plan de l'alimentation, que ce soit des sucres lents qui vont nous accompagner, une bonne hydratation, bien faire ses étirements derrière pour pas avoir de crampes, pour pas avoir de spasticité. Finalement, on va dire la même chose que ce qu'on disait avant le Covid, mais on va le dire en y croyant encore plus et en insistant beaucoup sur cet accompagnement. Je pense vraiment kiné et APA qui vont être un binôme très important et qui en plus, entre-temps, je suis pas sûr, si je suis à peu près sûr, mais pour l'activité physique adaptée, ça devient de plus en plus prescriptible, notamment dans le cadre des maladies neurologiques, donc qui devrait pouvoir répondre à certaines de nos attentes. Voilà, donc quelque chose de comment on s'y met, en parlant avec son médecin traitant, avec son neurologue, peut-être qu'ils seront un peu perdus, mais avec son kiné, avec l'assaut de patients, éventuellement, peut-être qu'à la ligue, il y aurait des contacts qui pourraient être donnés. Certains patients experts connaissent très bien le milieu de l'activité physique et du sport. Bon, après, tout le monde n'a pas un réseau aussi développé, mais certains réseaux de soins, comme le réseau qu'on a en Auvergne-Rhône-Alpes, peut vraiment être aussi un bon relais. Donc, tout ce qu'on vient de décrire là, c'est des premiers pas. Et moi, je vous conseille vraiment le premier pas tout seul, parce que c'est ce qui permettra de s'entraîner et de ne pas baisser les bras, parce que ça a été plus compliqué. Ça va être compliqué, mais on sait que le après sera très bien. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, c'est fixer l'objectif, un objectif qui va être atteint progressivement, et puis se donner les moyens, donc par les personnes les plus adaptées. Encore une fois, ça va être un bien-être pour le quotidien, un bien pour la fatigue, probablement, je vous dis, un bien pour certains aspects même biologiques de la maladie, hein, qu'on commence à deviner. Donc, sur du long terme, on peut que pousser à reprendre une activité physique qui vous plaise. C'est aussi important. Faut pas y aller à reculons. On peut pas faire boire l'âne qui n'a pas soif. Hein. C'est ce qu'on nous dit chaque fois. Et quelqu'un qui me dit, bah non mais moi le sport c'est pas du tout mon truc. Bah, avec un peu de chance, je vais arriver à aborder la chorale. Mais sinon, il y a c'est quand même quelque chose de très personnel. On va conseiller avec insistance, mais c'est quelque chose encore une fois de personnel. Peut-être pour ces personnes-là, on peut mettre l'accent justement sur le bénéfice, on va dire, social et puis de partage. Effectivement, peut-être que l'activité en elle-même n'est pas forcément quelque chose qui, à la base, nous branche des masses, mais le fait de partager avec d'autres, de pouvoir rencontrer du monde, etc., peut compenser, on va dire, peut-être ce manque d'appétence pour l'activité ou le sport en lui-même. Tout à fait. Et ça permet de se rendre compte que finalement,
c'est pas forcément le sport, mais l'activité physique, donc quelque chose qui déjà simplement nous entraîne. Hein. Encore une fois, c'est pas pousser dans la performance et découvrir que ça apporte un bien-être. Après, peut-être entraîner quelque chose d'un peu plus vertueux. Et on a beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Bon, on en a encore dans l'autre, hein, mais encore une fois, ça apporte on le voit nous tellement tout ce que ça apporte, même sur la cognition, sur le bien-être en général et sur la fatigue, que c'est des choses sur lesquelles il faut chaque fois un peu insister. Je pense qu'on l'aura fait beaucoup aujourd'hui. Du coup, je pense que là, on arrive à peu près à la fin du timing. 37 minutes. Bon, non, on a encore un petit peu de temps. Peut-être qu'on peut dire 2 mots spécifiquement de la rééducation. C'est vrai qu'on a encore... c'est quand même un sujet qui est pas tant que ça abordé. C'est souvent, on y va un peu à reculons aussi parce que c'est vrai que c'est pas le truc le plus rigolo. Hein. On est d'accord qu'on va pas au Club Med. Mais après, par expérience personnelle, je sais que voilà, 5 semaines en centre de rééducation fonctionnelle, mais ça dépend c'est où, hein. vraiment. Oui, après, ça dépend où, mais bon, c'est quand même pas le Club Med, même si on est dans un centre sympa, le bénéfice est quand même énorme. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Eh ben, quelles vont être, on va dire, quelles vont être vraiment les recommandations pour dire, ça serait bien que vous alliez en centre de rééducation ou si on en ressent le besoin, on parce m'a que fait je de sais notes, hein. que... Ouais. Ou si on en ressent le besoin, en fait, comment est-ce qu'on fait tout simplement pour y avoir accès? Eh ben, très bien, très bien. À ce moment-là, on part on part de la kiné. Donc voilà, il y a la kiné, il y a l'APA. C'est peut-être vous qui posez la question sur voilà sur la différence entre ce qu'on peut avoir avec juste ça et ce qu'on peut avoir en centre de rééducation. On est pas sûr. Alors, quelle peut être la différence entre ce qu'on peut travailler en centre de rééducation et ce qu'on va travailler avec le kiné ou la kiné et le professeur d'activité physique adaptée? Est-ce qu'il y a une plus-value? Quelles sont un petit peu les différences et comment savoir où se situe le besoin? D'accord. Ça, c'est une question très importante parce que c'est quelque chose qui est, à mon goût, pas encore assez développé, notamment pas assez développé partout sur le territoire. Ce qu'on peut avoir dans une séance de kinésithérapie et en activité physique adaptée, déjà souvent c'est limité dans le temps et c'est un professionnel par un professionnel. Ce qu'on va avoir en centre de rééducation, c'est un bilan qui va être avec plein de professionnels différents, l'ergothérapeute, le kinésithérapeute, il va y avoir éventuellement un professeur d'activité physique adaptée aussi, l'œil d'un médecin qui s'appelle le médecin de MPR, de médecine physique et réadaptation, et la neuropsychologue, le psychologue, des fois l'assistante sociale également. Ça donne tout de suite une prise en charge très, très, très globale. Et je dirais, là aussi, le passé était compliqué parce que avant, on allait en centre de rééducation quand on avait un handicap lourd qu'il fallait retravailler, puis surtout réfléchir aux aides qu'il fallait mettre à la maison. Et on a fait, là encore, un mouvement de balancier dans l'autre sens, avec la démonstration petit à petit que la rééducation, en fait, c'est très tôt. C'est très très tôt, c'est-à-dire que se rendre compte de sa gêne et la travailler de manière multimodale, multiprofessionnelle et surtout régulièrement, ça permet d'avoir une vision plus proche de la réalité et une compensation et une correction beaucoup plus efficace, efficiente ou qui a beaucoup plus de sens. Donc le c'est vrai que si on n'a vraiment aucune gêne au quotidien, aller en centre de rééducation a peu de sens. Mais pour des petits symptômes, on commence peut-être à avoir un peu de problème d'équilibre ou une raideur ou une fatigabilité à l'effort ou même la gestion de la fatigue, des séjours en rééducation, alors qui peuvent être en hôpital de jour,
2 à 3 jours dans la semaine ou en séjour complet, et ça peut être sur un mois, des fois sur un peu plus, va apporter un vrai plus parce que déjà, on a le temps pour soi avec des gens dédiés à son propre problème. Et bah, c'est pas du tout pareil d'avoir une fois une demi-heure de kiné ou 20 minutes de kiné à la maison, plus un peu d'activité physique adaptée par rapport à 2 heures, voire 2 fois 2 heures dans la journée où on a vu tout le monde. On a récemment refait le petit livre bleu de la sclérose en plaques avec différents professionnels de santé, où on a reparlé de l'activité du traitement symptomatique de la maladie. Finalement, on a parlé des facteurs de risque, on a parlé des traitements de fond, on parle de diagnostic et tout ça, mais on a traité le chapitre des traitements symptomatiques avec Philippe Gallien, qui est médecin de MPR à Rennes. Et voilà, on voit qu'il y a encore du chemin à parcourir pour arriver pas au Graal actuel, mais au fait que d'avoir régulièrement une reprise de la situation en MPR, en séjour de rééducation, apporte un vrai plus pour le quotidien des patients. Plus dans la gestion de son agenda de la journée, plus dans la récupération, plus un plus dans tout, avec vraiment ces différents acteurs du soin et de l'activité physique, pardon, qui vont de manière ajustée à la personne, une prise en charge collégiale d'une situation donnée, proposer quelque chose de très adapté. Donc, moi, je suis vraiment très, très convaincu de l'importance de cette rééducation précoce, de cette rééducation très ciblée et très adaptée. Et en plus, si c'est possible, répéter un peu régulièrement. Alors, pour pouvoir avoir accès à ces centres de rééducation, bah, ça peut être prescrit par le neurologue ou par le médecin traitant qui adresse à un médecin rééducateur dans un centre. Alors, c'est des centres qui s'appellent des centres de MPR, il faut qu'il s'agisse de la MPR neurologique. Et puis après, il y a des centres qui ont un peu plus d'expertise dans la sclérose en plaques que d'autres, mais quelque part, à partir du moment où ils vont s'occuper de neurologie, ils vont s'adapter à la situation. C'est pas parce que c'est pas c'est une appétence pour une pathologie, mais le médecin de médecine physique et réadaptation, lui, il se dit, moi, la pathologie, ça m'intéresse pas, je connais ses spécificités, mais je veux m'occuper de la fonction. Qu'est-ce qui marche pas? Comment est-ce que je l'améliore? C'est vrai que nous, en neurologie, on va être, bon, la fonction, c'est très bien, aller voir le kiné, aller faire du sport, mais moi, je veux contrôler, je veux pas qu'il y ait d'inflammation. Si on caricature un petit peu la situation, ça serait un petit peu ça. En fait, on a un travail qui se recouvre et souvent on travaille même ensemble dans des réseaux de soins ou dans des habitudes d'échange pour pouvoir mieux prendre en charge le quotidien des patients. Certains qui vont vraiment axer les choses sur prévenir une évolution mauvaise de la maladie en gérant au mieux le traitement de fond. Donc c'est là où on a fait beaucoup de progrès ces dernières années. Le traitement des symptômes du quotidien, c'est un peu le neurologue, c'est un peu le médecin généraliste. Et je dirais celui qui apporte la plus grosse plus-value, c'est le médecin de médecine physique et réadaptation, le médecin de MPR en centre, donc en consultation ou en séjour. C'est des médecins qui peuvent être amenés à faire de la toxine botulique pour relâcher un muscle un peu spastique. Ils peuvent être aussi, ils vont être beaucoup plus experts s'il faut gérer une aide technique. Une attelle qui est pas adaptée. Est-ce qu'il faut que j'ai une canne? Est-ce qu'il faut que j'ai pas de canne? Comment est-ce que je vais gérer un petit peu ces besoins-là? Et puis ils ont des ergothérapeutes qui sont aussi très au fait de ce qu'il faut faire pour pouvoir ajuster au quotidien et au domicile la vie de tous les jours. Donc ils ont vraiment une vision beaucoup plus proche d'un quotidien de patient que nous, on peut l'avoir même si on pose beaucoup de questions. Ils sont vraiment dans l'efficacité pour pouvoir améliorer le quotidien. Donc là aussi, je plaide pour l'importance des séjours de rééducation réguliers et à partir du moment où il commence à y avoir une petite gêne au quotidien. Il ne faut pas attendre d'être très gêné pour en bénéficier. C'est ce qui va changer le plus le quotidien. Ok, merci. Du coup, ça peut être aussi une piste là de
de départ pour se réadapter à l'effort, ça peut être aussi une première marche pour peut-être des personnes qui ont vraiment besoin d'un accompagnement peut-être un peu plus poussé parce qu'il y a eu une avancée ou des difficultés vraiment très marquées pendant l'année qui s'est écoulée. Peut-être que effectivement ça peut être pour eux une piste aussi à explorer pour les aider dans cette reprise d'activité. C'est très important. Ce sont des services qui ont été quand même assez affectés par le Covid, parce que soit ils ont été en gros un peu fermés pour utiliser des moyens pour assurer la convalescence, la réadaptation après le Covid des patients, donc sur le plan respiratoire. Et donc, ils ont été assez peu disponibles ces derniers temps, sauf si on les sollicite directement. Donc, après, c'est un exemple très local, hein, mais typiquement, pour nos patients chez qui l'année avait été très compliquée, ou même les 3 premiers mois de confinement avaient été très compliqués, on a pris le téléphone, on a envoyé des mails à nos collègues de MPR pour dire là, il faut vraiment faire quelque chose parce qu'il y a eu une perte importante et c'est vraiment du désentraînement. Et donc, c'était d'emblée des séjours un peu plus poussés, un peu plus adaptés, moins en hôpital de jour, plus en hospitalisation à temps complet. Et on a eu un peu la même chose sur le deuxième confinement, moins marqué parce qu'il y a eu plus de kinés qui avaient pu être faites, mais on a insisté. Et là, je dirais, il faut probablement passer par le médecin traitant, mais peut-être même encore plus par le neurologue qui va connaître un peu plus personnellement, enfin personnellement, professionnellement aussi, les rééducateurs en question pour redécrire la situation et dire quelles sont les attentes spécifiques. Si vous décrochez le téléphone, ça va être plus compliqué pour un patient. D'autant que c'est pas encore complètement réouvert et ça a été très impacté. Voilà. Ok, eh ben, on va peut-être faire le mot de la fin. Alors, si on résume un petit peu tout ça, quelle serait la conclusion pour vous alors, bougeons et il faut reprendre l'activité, ça on l'a compris, mais peut-être pour conclure cette intervention. Convainquez votre neurologue qu'il faut que vous bougiez et c'est vrai que c'est simple de dire il faut bouger. Ça paraît en plus très compliqué et insurmontable peut-être pour certains aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est un objectif qui est clairement réalisable et qu'il y a plein de moyens d'y arriver. On les a un peu décrits. Il va y avoir la reprise de ce qu'on savait faire avant. Il y a repasser par le kiné, repasser par le club ou éventuellement rentrer dans une structure plus médicalisée avec une prise en charge neurologue, MPR, médecin de médecine physique et réadaptation pour un objectif qui est complètement atteignable d'une réorganisation de l'activité et une rééducation qui soit adaptée. Donc oui, il va y avoir un petit moment un petit moment, mais qui devrait être bref. Ça sera moins de 2 semaines, ça sera plutôt une dizaine de jours, comme pour tout le monde, pour cette remise en route. Et oui, il faut bouger, oui, et il faut convaincre vos soignants que vous en avez besoin et que ça va être positif. Super, bah, merci beaucoup pour toutes ces informations. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Vous aurez la possibilité de toute façon de nous envoyer des questions via la Ligue ou via l'adresse email de l'événement. Et puis bah, maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Il n'y a qu'à. Bonne journée.